Le silence a une couleur. Il est gris, épais, comme la poussière qui s'accumule sur les meubles des maisons, où plus personne ne rit. Le mien est teinté de bleu, la couleur de ses yeux. C'était la première chose que je voyais chaque matin, quand j'entrais dans sa chambre pour ouvrir les volets et laisser entrer le soleil qu'il aimait tant, des yeux bleus, pétillants, qui captaient la lumière et la renvoyaient en 1000 éclats. Des yeux qui ont vu le monde, mon monde, pendant 22 ans, 22 années tissées de rires, de chagrins partagés, de batailles gagnées et perdues, de câlins maladroits d'adolescents, de discussions tard le soir sur l'avenir et sur le rien. 22 années qui tiennent désormais dans une poignée de cendres et une boîte d'acier froid sur la cheminée. La perte ne vient pas comme un coup de tonnerre. Elle arrive d'abord comme un murmure lointain, une mauvaise connexion téléphonique, la voix hachée d'un inconnu prononçant des mots que le cerveau refuse d'assembler. Accident, route, pas de survivants. Et puis le silence. Ce silence gris et bleu qui s'est abattu sur la maison, sur ma vie. Au début, on flotte. On prépare du café pour personne. On met une assiette de trop sur la table. On s'attend à entendre la porte s'ouvrir, ses clés tinter, sa voix s'élever. Le déni est une anesthésie douce, un voile de brouillard qui empêche de voir l'horreur dans toute sa netteté. L'horreur, elle, attend patiemment que le brouillard se dissipe. Elle attend tapie dans les détails, dans les formulaires à remplir, les affaires à trier, les appels de condoléances qui sonnent faux. Et puis, il y a eu elle. On a prononcé son nom la première fois dans le bureau froid du commissariat. Les mains serrées sur un mug de café tiède, j'écoutais le policier récapituler les faits. Un nom, un prénom, une adresse. Elle était avec lui dans la voiture, madame. Il n'a pas dit sa petite amie, il n'a pas dit son amie, il a dit elle, comme si elle n'avait pas besoin d'identité, juste d'être l'autre. L'autre. Le mot a résonné en moi avec une violence inouïe. Mon fils est mort, mon unique enfant, et il est parti avec une autre. Pas seul, pas avec moi, avec elle. Qui était-elle? Je ne la connaissais pas. Il ne m'avait jamais parlé d'elle, jamais un nom prononcé au hasard, jamais une photo furtive sur un téléphone, jamais un sourire gêné en évoquant une nouvelle rencontre. Rien, un blanc absolu. Et pourtant, c'est avec elle qu'il était. C'est elle qui a partagé ses derniers instants, son dernier souffle, la trajectoire folle du métal froissé. C'est sa main qu'il a peut-être cherchée dans les secondes de panique. C'est son nom qu'il a peut-être murmuré. Pas le mien. Cette pensée s'est incrustée comme un éclat de verre sous la peau. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait, cette inconnue, pour être là, à cet instant précis, occupant la place qui aurait dû être la mienne? La place d'une mère qui sert son enfant, même adulte, dans un dernier étreinte. La place de celle qui l'a mise au monde, qui l'a nourrie, aimée, élevée. L'autre, une intruse, même dans la mort. Les jours qui ont suivi ont été un mélange irréel de rituels funéraires et de visions obsédantes. J'organisais, je signais des papiers, j'acquiesçais, mais mon esprit tournait en boucle autour de cette image. Lui, dans sa voiture, avec elle. Où allait-il? Qu'est-ce qui les liait? Une histoire d'amour secrète? Une simple connaissance? Le policier avait dit qu'elle n'était pas de la région, qu'elle était juste de passage. De passage. Un passage éclair dans sa vie, dans la mienne, suffisant pour tout anéantir. J'ai cherché.
D'abord timidement, puis avec une fureur rentrée. J'ai épluché les contacts de son téléphone, fouillé ses réseaux sociaux. Elle n'y était pas. Aucune photo d'elle. Aucun message évident. C'était comme si elle n'avait existé que dans les dernières heures de sa vie. Une ombre qui s'est matérialisée, juste à temps, pour l'entraîner avec elle dans le néant. J'ai appelé les amis qu'il m'avait présentés. Personne ne semblait la connaître. Ils ont parlé de lui avec émotion, de ses projets, de sa gentillesse. Mais dès que j'évoquais la personne qui était avec lui, un silence s'installait, gêné, ou bien ils avouaient leur ignorance. C'était comme si mon fils avait eu une vie parallèle, une part de lui qui m'était restée cachée, une part qui était avec elle quand tout s'est arrêté. L'enterrement a été une épreuve floue, des visages en larmes, des paroles de réconfort que je n'entendais pas vraiment. J'ai cherché son visage dans la foule, le visage de l'autre, celle avec qui il est parti. Je voulais la voir, la comprendre, l'accuser, je ne savais pas. Mais j'avais besoin de poser un regard sur celle qui avait été là quand je ne l'étais pas. Elle n'est pas venue, pas à la cérémonie, pas au cimetière. Son absence criait plus fort que toutes les larmes versées. Elle avait pris sa place dans la mort, mais elle n'assumait pas sa présence dans le deuil. Ou peut-être qu'elle était, elle aussi, brisée. Peut-être qu'elle était dans un autre hôpital, entre la vie et la mort. Non, le policier avait dit « pas de survivants ». Il n'y avait qu'elle et lui. Cette absence a nourri mon obsession. Chaque nuit, je la voyais. Parfois floue, parfois étrangement nette. Une silhouette à côté de lui, dans la lumière des phares. Une main sur son bras. Un rire partagé juste avant le fracas. Des scènes inventées de toutes pièces, alimentées par le manque et l'incompréhension. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? La question revenait sans cesse, lancinante. Le vide dans la maison est immense. Chaque objet est un rappel. Sa tasse à café préférée, les livres empilés sur sa table de nuit, la veste qu'il a laissée sur la chaise. Tout est imprégné de sa présence passée, mais aussi de l'ombre de l'absente, celle qui a scellé son sort loin de moi. Le silence gris-bleu s'est installé durablement. Il est lourd, chargé des mots jamais dits, des secrets jamais révélés, et du fantôme de l'autre, celle qui est partie avec mon fils. Les jours se suivent, identiques, vides. Le temps ne guérit rien, il étire la douleur. On apprend à vivre avec, comme avec une prothèse mal ajustée. Chaque geste quotidien est un effort, un rappel constant de l'absence. Je range ses affaires. Chaque vêtement, chaque livre, chaque bibelot est une piqûre. C'est comme effeuiller un oignon, couche après couche, révélant de nouvelles larmes. Je tombe sur une photo. Lui, jeune homme, souriant, avec un groupe d'amis que je ne connais pas tous. Je scrute chaque visage. Elle n'est pas là, pas sur cette photo. Où est-elle? Qui est-elle? Mon esprit tisse des scénarios, des vies possibles qu'il aurait pu avoir, des vies où cette femme aurait pu être sa compagne pour toujours, une vie que je n'aurais peut-être pas partagée entièrement, mais dont j'aurais connu l'existence. Une vie qui ne se serait pas achevée dans un fracas, emportant avec elle non seulement mon fils, mais aussi l'image que j'avais de sa finitude. Une finitude que j'imaginais entourée de ses proches, peut-être de moi. J'ai fini par trouver son nom, pas sur ses affaires, mais en cherchant dans les articles de journaux sur l'accident. Son nom figurait juste après celui de mon fils, dans la liste des victimes. Chloé Dubois. Le nom ne me disait rien. J'ai cherché Chloé Dubois sur Internet. Des profils sur les réseaux sociaux, la plupart privés.
Une photo de profil flou sur l'un d'eux, une jeune femme aux cheveux clairs. Difficile de distinguer les traits. Elle semblait avoir le même âge que lui, ou à peine plus jeune. J'ai passé des heures à regarder cette photo floue. Qui était-elle? Était-elle belle? L'aimait-il? Était-ce une histoire sérieuse? Toutes des questions sans réponse se tordaient en moi. J'imaginais leurs dernières heures. Peut-être partaient-ils en week-end, une escapade amoureuse. L'idée qu'il ait pu être heureux, amoureux, dans ces derniers instants, aurait dû m'apaiser. Mais elle ne faisait qu'aiguiser la douleur. Il était heureux, mais avec elle, pas avec moi. Son bonheur l'avait emmené loin de moi, vers elle et vers la mort. J'ai découvert qu'elle venait d'une ville à quelques heures de route. J'ai failli y aller, juste pour voir sa maison, voir l'endroit d'où venait celle qui était partie avec mon fils. L'idée était absurde, malsaine, mais elle me hantait. J'avais besoin de matérialiser cette femme, de lui donner une réalité qui n'était pas seulement l'ombre qui m'accompagnait. Je suis restée immobile, piégée dans ma maison-musée, entourée de souvenirs et de silence. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de l'écho de sa voix, de ses pas, et maintenant de l'écho du nom de Chloé, un nom que je n'ai jamais entendu de sa bouche, un nom lié à jamais au sien par le destin tragique qui les a réunis dans la mort. J'ai relu ses derniers messages, des SMS banals. « Ok, maman, je dîne dehors, rentrerai tard, rien qui n'évoque Chloé, rien qui n'annonce la fin, une vie normale en apparence. » Mais il y avait cette part cachée, cette relation avec Chloé, cette destination inconnue. Où il se rendait, c'était comme découvrir qu'il avait eu une vie secrète, qui s'est achevée de la façon la plus définitive qui soit, en emportant ses secrets avec lui. Le processus de deuil tel que décrit dans les livres parle d'étapes, choc, déni, colère, tristesse, acceptation. Je suis bloquée entre la tristesse infinie de la perte de mon fils et une colère sourde dirigée vers cette femme que je ne connaissais pas. Une colère déraisonnable, absurde. Elle est morte aussi. Elle n'a pas survécu, mais elle est partie avec lui. Elle a partagé son ultime voyage. Et moi, sa mère, j'ai été exclue de ce moment crucial. Je m'imagine parfois la rencontrer dans une autre vie, une vie où l'accident n'aurait pas eu lieu. L'aurait-il présenté? Aurais-je approuvé? Aurais-je vu en elle celle qui allait prendre une place importante dans sa vie, peut-être la place que j'avais un jour occupée, celle de la femme la plus importante? La pensée est douloureuse. Je ne le saurai jamais. Cette possibilité, comme tant d'autres, a été réduite en miettes sur le bord d'une route. Mon regard s'attarde sur les photos de lui. Bébé, enfant, adolescent, jeune homme. Il souriait sur la plupart, un sourire franc, plein de promesses. Des promesses brisées. Brisées par quoi? Par qui? Par le hasard tragique? Ou est-ce que le fait qu'il soit avec elle a joué un rôle? Était-ce une distraction? Une seconde d'inattention? La colère monte, de nouveau, brûlante. Elle a causé sa mort? Directement? Indirectement? Est-ce pour ça qu'elle n'est pas venue à l'enterrement? Par culpabilité? Mais elle est morte. Comment une morte peut-elle porter la culpabilité? Les nuits sont les pires. Le silence est plus dense, l'obscurité plus profonde. C'est dans ces moments que les images se font les plus vives. Lui, riant dans la voiture. Elle, se penchant vers lui. La musique peut-être. Et puis la lumière aveuglante, le bruit assourdissant.
la tôle qui se froisse. Je le vois, mais je la vois aussi. Son visage dans la lumière des phares, son corps projeté contre le tableau de bord. Elle est aussi une victime. Ma raison le sait. Mais mon cœur refuse de l'admettre entièrement. Elle était là. Il était avec elle. Il est parti. Avec elle. J'ai fini par contacter les parents de Chloé. L'idée m'a traversé l'esprit pendant des semaines, avant que je n'ose composer le numéro trouvé dans l'article de journal. C'était comme ouvrir une boîte de Pandore. Allait-il me détester, m'accuser ou partager ma peine? La voix au bout du fil était fatiguée, fragile. C'était sa mère, Madame Dubois. J'ai hésité, puis j'ai prononcé mon nom et le lien tragique qui nous unissait. Un silence s'est installé, un silence différent du mien, empreint de la même douleur, mais étrangère. J'ai senti une réticence. Peut-être craignait-elle ce contact. Que pouvions-nous nous dire, nous qui avions perdu nos enfances ensemble, mais qui étions des inconnus? Elle a fini par parler. D'abord des banalités, des condoléances réitérées. Puis, j'ai osé poser la question, celle qui me brûlait les lèvres depuis des mois. Est-ce que vous saviez qu'elle connaissait mon fils? La réponse est arrivée, lente, hésitante. Oui, un peu. Elle ne parlait pas beaucoup de lui. Elle disait que c'était compliqué. Compliqué, le mot a heurté mon esprit en boucle. Qu'est-ce qui était compliqué? Leur relation, leur situation. Mon fils avait-il une relation compliquée avec cette femme dont je ne soupçonnais pas l'existence? Cela ajoutait une nouvelle couche à ma douleur. Non seulement il était parti avec elle, mais cette relation était apparemment teintée de difficultés, peut-être de souffrance. Avait-il souffert dans ces derniers temps? J'ai insisté, malgré le malaise palpable de Madame Dubois. Communiquer comment? Étaient-ils ensemble? Une relation sérieuse? Elle a soupiré, un soupir lourd de chagrin et peut-être d'impuissance. Je ne sais pas exactement, madame. Chloé était assez secrète. Elle disait qu'ils ne pouvaient pas être vus ensemble, qu'il y avait des obstacles. Des obstacles. Quels obstacles? Une autre relation? Un mariage? Mon fils? Marié? L'idée était saugrenue. Il était célibataire. Il vivait encore pratiquement chez moi, même s'il avait pris son indépendance. Mais elle parlait de son fils, pas du mien. Les obstacles étaient peut-être de son côté, celui de Chloé. Des obstacles de quel genre, Madame Dubois? Ma voix tremblait. J'avais l'impression de marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre de révélations potentiellement dévastatrices. Elle avait des problèmes, vous savez. Des problèmes personnels, très lourds. Elle était fragile et elle disait que votre fils, qu'il l'aidait, qu'il était un ami très précieux, un soutien, un ami précieux, un soutien, pas un amant secret, un simple amant qui l'aidait avec ses problèmes très lourds. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'il était juste bon, gentil, qu'il tendait la main à quelqu'un en difficulté? C'était tout à fait lui. C'était exactement le genre de personne qu'était mon fils, toujours prêt à aider, à écouter. Mais alors pourquoi l'avoir tenu secret? Pourquoi cette relation devait-elle être cachée, compliquée? Pourquoi des obstacles? Madame Dubois a continué, d'une voix basse, presque inaudible. Ce jour-là, elle partait de chez nous pour prendre un peu l'air, réfléchir.
Elle avait dit qu'un ami venait la chercher, qu'il l'aidait à s'éloigner un peu. Je crois que c'était votre fils. Il l'emmenait quelque part, loin. Il l'emmenait loin. Loin de ses problèmes, loin de sa vie, loin de quoi? Et loin où? Ils partaient ensemble, vers une destination inconnue, pour aider Chloé à s'éloigner. Mon fils, mon cher fils, dans son éternelle gentillesse, était en train d'aider cette femme fragile à s'enfuir. S'enfuir vers un nouvel avenir, vers un refuge, loin de sa mère, loin de moi. Cette nouvelle perspective n'a pas apaisé ma douleur, elle l'a juste transformée. La jalousie absurde envers une prétendue rivale a laissé place à une tristesse plus complexe. Mon fils n'était pas juste parti avec une autre femme parce qu'il l'aimait passionnément et m'avait oublié. Il était parti avec elle par bonté de cœur, par compassion. Il l'emmenait loin de ses démons et dans ce voyage, il a trouvé la mort. C'est peut-être encore plus douloureux. Il est mort en faisant le bien, en étant lui-même. Et cette femme, Chloé, était la bénéficiaire de cette dernière action de bonté. Elle était celle qui était avec lui, dans sa mission de secours, dans ce dernier voyage. Elle a partagé son altruisme, sa dernière heure, sa mort. J'ai demandé à Madame Dubois quels étaient les problèmes de Chloé. Elle a hésité, puis a dit d'une voix éteinte, « Elle luttait contre la dépression, madame. Et elle avait des idées noires. Elle voulait tout arrêter. » La phrase est restée suspendue entre nous, lourde, suffocante. Chloé voulait tout arrêter. Elle voulait mourir, et mon fils, dans sa générosité aveugle, cherchait à l'en empêcher, à l'éloigner du danger. L'emmenait-il dans un lieu sûr, chez des amis, loin de chez elle et de ses idées suicidaires? L'image a pris une nouvelle forme, terrifiante. Pas un couple d'amoureux s'enfuyant pour un week-end, mais mon fils, seul, face à la fragilité extrême d'une autre personne, acceptant de la prendre en charge, de l'éloigner du bord du précipice. Et c'est en tentant de la sauver qu'il a perdu la vie. Est-ce que Chloé avait provoqué l'accident? Par sa fragilité? Par un geste désespéré dans la voiture? Ou était-ce juste le destin, ironique et cruel, qui a frappé au moment précis où il accomplissait un acte de pure humanité? Je ne le saurai jamais. Madame Dubois ne pouvait pas me donner plus de détails. Elle était elle-même perdue dans son propre chagrin et l'incompréhension des derniers mois de la vie de sa fille. Le silence était revenu, mais il n'est plus seulement gris et bleu. Il est teinté de noir, de la noirceur des secrets, de la noirceur du désespoir de cette jeune femme que mon fils a tenté de sauver. Il est parti avec une autre, oui, mais pas dans l'éclat d'une passion nouvelle qui m'aurait remplacé. Il est parti avec elle, dans l'ombre de sa détresse, la main tendue, comme il l'a toujours fait. Cette connaissance, loin d'apporter la paix, a creusé un nouveau vide. Le vide du héros silencieux qu'il a été dans ses derniers instants. Le vide d'une fin tragique qui n'aurait jamais dû arriver. Le vide de mon fils, emporté non par l'amour ou l'aventure, mais par la compassion. Et c'est cette compassion qui l'a lié à Chloé et qui l'a emporté avec elle. Le téléphone a raccroché. Je suis restée assise dans le silence, le combiné à la main. Les larmes, que je croyais épuisées, ont recommencé à couler. Mais cette fois, elles étaient différentes, moins amères que celles de la jalousie, plus désespérées que celles du simple chagrin. Des larmes pour un fils qui n'était pas juste mort, mais qui était mort en héros malgré lui, dans l'ombre, mort en essayant d'empêcher une autre de partir. Et c'est lui qui est parti, avec elle.
Je regarde la boîte sur la cheminée, les cendres de mon fils. À côté, j'ai posé une petite bougie. Et ce soir, pour la première fois, j'ai pensé à Chloé, à sa fragilité, aux obstacles, au voyage qu'ils ont fait ensemble. Un voyage sans retour. Je ne la hais plus. Je la plains. Je nous plains. Nous, les mères, qui avons perdu nos enfants sur cette route maudite. Perdus par un acte de gentillesse qui a mal tourné, mon fils est parti. Il est parti trop tôt, trop vite. Il est parti avec une autre âme brisée, une autre vie en péril. Il est parti en tentant de la tirer de l'abîme, et c'est ensemble qu'ils y sont tombés. Le silence est désormais peuplé non seulement de son absence, mais aussi de l'image de ces deux jeunes vies brisées, réunies dans une fin tragique et secrète. J'ai perdu mon enfant, et il est parti avec une autre, pour toujours lié par le destin, et pour toujours séparé de moi. La douleur de cette dernière image est peut-être la plus insoutenable. Il est parti, et il n'est pas parti seul.